Mesdames et messieurs, nous vous disons encore une fois bonjour et de manière très exceptionnelle, compte tenu de la situation dans la région des Grands Lacs, mais avec un point de fixation qui est la ville touristique de Goma. Cela fait que nous ouvrons une édition spéciale et avec un invité de marque. Je dis un invité de marque, mais aussi son prénom, il s'appelle Marc. Bienvenue Marc et merci beaucoup d'avoir accepté une invitation dans la précipitation. Merci beaucoup. Goma fait l'objet de l'attention de la terre entière depuis hier et aujourd'hui. Quel est l'état de la situation de Goma ce matin? Ce matin, bon, je n'ai pas suivi, mais je sais que donc il y a eu des combats très très durs, féroces autour de Sake. Je n'ai pas beaucoup de détails, j'ai essayé de savoir exactement ce qui se passe, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de morts, oui. Il y a eu beaucoup de blessés, dont donc 7 ou 8 casques bleus, MONUSCO, et à mon avis, à ce que j'ai appris aussi, 3 Sud-Africains. Mm-hmm. Donc, je savais que cette attaque aura lieu parce que c'est vraiment une stratégie très classique. Mm-hmm. On a vu ça plusieurs fois déjà dans le passé, mm-hmm. dans le passé proche et déjà l'année passée. Ça veut dire que FARDC, la coalition, attaque. Oui. Donc, M23 les laisse venir Mm-hmm. pour une partie les encercler et pour les arrêter. Mais essayez de nous expliquer un peu. Ils prennent Masisi Zone, ils montent sur Ngungu, ils avancent sur Lumbishi Change, Yeah. ils descendent sur Minova. Au lieu de continuer vers Kalehe et le sud Kivu, ils viennent sur Sake. Ils sont bloqués à Sake parce qu'il y a des combats intenses, comme vous dites. Et est-ce qu'ils viennent prendre Goma ou pas? À mon avis, s'ils sont déjà à Sake ou dans les alentours de Sake, ce qui, à mon avis, parce que je parle beaucoup avec eux, n'était pas prévu directement. Mm-hmm. Mais je crois aussi qu'ils étaient étonnés que les événements se déroulent si vite. Donc à Goma, il y a une psychose qui s'installe. Exact. Les militaires commencent à avoir peur. Donc les militaires fuient. Donc il y a eu beaucoup de morts dans les rangs du FARDC et des FDLR et des Burundais dans les jours passés, dans les semaines passées. Donc je crois qu'ils ne s'attendaient pas à que ça aille tellement vite. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'ils ont pris un petit peu les FARDC par surprise en se dirigeant vers le sud, Oui. montrant clairement que le but, ce serait Kavumu. Mm-hmm. Et je crois aussi qu'ils vont prendre Kavumu. Kavumu, ça fait quand même loin de Minova. Non, Kavumu, ça fait loin de Minova, oui et non. Mais vu qu'il y a très peu d'opposition dans cette partie Oui. du Kivu-là, vu aussi que la MONUSCO s'est retirée du sud Kivu, oui. Sud Kivu. Donc, il y a tellement d'éléments. Donc, j'ai appris qu'ils ont déjà des éléments de reconnaissance dans le nord de Kahuzi-Biega. Ça, c'est le parc... le parc qui est un petit peu à l'intérieur du pays. Oui. Et dans les alentours de Calais, village. Mm-hmm. Donc, qui est déjà presque à Kavumu. Oui. Donc, si vous êtes à Calais, vous arrivez à Katana, vous entrez dans Kavumu. Oui. Donc, Kavumu, il faut rappeler que c'est l'aéroport qui dessert la ville de Bukavu. C'est aussi là où le FARDC, ils ont leur drone pour une partie. Mm-hmm. Et c'est aussi une piste de dirigeage possible. Ils l'ont refait tout récemment. Pour les Sukhoi, etc. Mm-hmm. Donc, parce que M23 peut couper l'aéroport de Goma quand ils veulent. OK. Parce qu'ils tiennent les positions de Kibumba, c'est ça? Donc, ils sont dans une distance qui permet
de bombarder l'aéroport de Goma avec des mortiers lourds et avec des canons. Donc, à partir d'où? À partir de Kanyarushiche, à partir de Munigi? Même si tu regardes les positions des M23 au-dessus de Kibumba, oui. Donc, quand tu sais qu'un canon 155 ou 105, ça peut... il peut atteindre l'aéroport de Goma très facilement. À 20-30 km. Oui. Donc, c'est possible. Peut-être qu'ils ont même quelques positions avancées vers le Nyiragongo. Oui. Donc, ils peuvent couper la ville. Ils peuvent aussi couper le transport sur le lac. Donc, n'oublions pas ça. Mais je crois que la stratégie qu'ils prévoyaient, c'était de laisser ouvert quelques sorties pour que les officiers et les hauts cadres, donc FARDC et du gouvernement congolais, fuient la ville. Mais ils passent par où? Parce que ça, c'est... Ils peuvent encore prendre l'avion. Par la route, c'est pas faisable? Non. Par le bateau, vous dites oui. Sur le lac, ils peuvent. Oui. Et aussi utiliser l'aéroport pour prendre le large et aller à Kisangani. J'ai appris parce que je connais quelqu'un qui était hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui était hier encore quelques fois à l'aéroport pour déposer des gens. Donc, il y a une forte demande à Goma des gens qui ont un petit peu d'argent de quitter la ville et de rentrer sur Kinshasa. Il y a aussi des gens qui sont passés déjà la frontière rwandaise, oui. Donc, etc. Donc, c'est ça c'est une réalité. Mais d'après vos informations, est-ce que les FARDC, avec tout ce qu'ils ont comme alliés, ils sont décidés à défendre Goma ou à laisser le M23 entrer? Je crois que FARDC sera coincé très bientôt, peut-être dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, à Goma. Parce que qui va se passer maintenant, 9 chances sur 10, parce que l'histoire, malheureusement, se répète toujours au Congo. C'est très prévisible ce qui va se passer. C'est que le contre-offensive du FARDC avec la MONUSCO, parce que la MONUSCO a déclaré qu'ils se battent à côté des FARDC, oui. Donc sera repoussé et que ça va résulter dans une poursuite de la part des M23 des FARDC qui vont fuir. Ils ne peuvent que fuir direction Goma. Mais il n'y a plus d'autre chemin. Parlant de la MONUSCO qui a suffisamment documenté l'alliance entre les FARDC et les FDLR. Oui. La MONUSCO qui est le drapeau des Nations Unies. Oui. Comment se fait-il que la MONUSCO peut se battre aux côtés des FDLR sans trahir les valeurs des Nations Unies? Il faut comprendre. Moi, je parle beaucoup avec ces gens. Je parle même avec les gens qui font partie du groupe des experts. OK. Et ils me posent des questions. Oui. On discute. Je ne suis pas d'accord avec eux sur beaucoup de points. Et comment ils justifient le fait que les Nations Unies décrètent que les FDLR sont un groupe terroriste? Oui. Ils ont une mission à l'est du Congo avec ses faiblesses, mais on ne va pas là-bas. Défendre les valeurs des Nations Unies et s'allier au FDLR, c'est le jour et la nuit. Je crois aussi que leur argument, ils ont fait faillite. Donc, beaucoup de gens savent ce que toi tu me dis. Oui. Mais pour eux, quand tu parles avec eux, ce qui revient toujours, c'est qu'ils réfèrent à l'argument que le Rwanda est en train d'aider les M23. Donc, ils renforcent le cliché que c'est surtout les Rwandais qui sont en train de se battre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, mais même dans l'hypothèse où ce serait le Rwanda, est-ce que les Nations Unies peuvent s'allier avec un groupe terroriste? L'argument principal qu'ils ont, derrière lequel ils se cachent, parce que je parle par exemple avec Mélanie de Grove, c'est la femme qui dirige ce groupe d'experts. Donc, je parle ouvertement avec elle. Elle me répète toujours, c'est un argument qui revient toujours, oui, mais le Rwanda a brisé la souveraineté du Congo. Et pour ça, les Nations Unies...
pour tout ce qui est les lois internationaux. Ok. Donc, ils violent ça. Et les Nations Unies acceptent de violer les instruments internationaux en s'alliant avec des mercenaires et les FDLR. Oui. Donc moi aussi, je crois que cette théorie a vraiment fait faillite. Ouais. Donc beaucoup de gens comprennent ça. D'ailleurs, quand je parle avec des diplomates, avec d'autres chercheurs, avec d'autres observateurs et quelques journalistes, ils partagent mon opinion. C'est quoi l'opinion? L'opinion, c'est que c'est très simple. Donc M23, ils avaient des revendications en 2013. Ils sont partis au Ouganda. Ils ne se sont même pas battus vraiment pour partir. Oui. Hein, les Congolais disent que c'était une grande victoire. Oh mais non. C'était vraiment pas un combat classique. Donc ils se sont retirés. Donc ils sont revenus parce qu'on n'a jamais voulu parler avec eux. Oui. Ils ont leurs revendications. Les revendications sont simples. Donc, de nouveau rentrer au Congo, avoir une solution pour faire revenir tous les réfugiés qui sont à l'étranger, surtout au Rwanda et au Ouganda, etc. Avoir une vie normale au Congo, être protégé au Congo, etc. Tu connais les revendications. Tshisekedi et avant lui, les autres politiciens au Congo n'ont jamais voulu écouter. Ouais. Parce qu'on sait aussi que la guerre au Congo est utilisée comme un argument pour dévier l'attention. Donc sur d'autres trucs. Donc ils font diversion, etc. Parce que le système est gangréné par la corruption, c'est ça? Parce que depuis 6 ans, le président n'a jamais rien fait pour la population. Et pour ça, il faut focaliser sur... Le mec n'est même pas élu, normalement. Oui, ça... Donc, il y a eu beaucoup de magouilles là-bas. Donc, ça s'appelle, c'est quand même un compromis à l'africaine. C'est un compromis à l'africaine 2018. Avec la complaisance de la communauté internationale qui a décidé que, oui, on va le permettre de devenir président pour que le business des minéraux, etc., continue. C'est ça, en gros. Mais on a appris, le général Kenge, porte-parole de FRDC, a confirmé le décès du général Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu. Ce sera quoi les conséquences, à la fois politiques, militaires et sécuritaires, pour la... Pour moi, c'est un truc, oui, c'est étonnant qu'un général, il ramasse une balle dans la tête, surtout pour l'armée congolaise. Je crois que c'est un grand primeur. Oui. Je rigole avec ça. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est un fait divers. On doit regarder the big picture. Hein? Donc, le fait qu'il est mort là-bas, c'est dommage. Donc, je souhaite ça à personne. Mais c'est un fait divers. Je crois qu'il faut regarder maintenant ce qui va se passer dans les jours qui viennent. C'est très important parce que ça risque de dérailler. Donc, ça va dérailler parce que le général Chirimwami n'est plus là, ou ça va dérailler parce que c'est tout le système qui est gangréné? Ce général n'avait même pas d'influence sur les événements. Parce qu'il est de l'Est, c'est ça? Ça ne veut rien dire. C'est un général du FRDC. Donc, qui n'avait pas de contrôle sur l'armée congolaise. Oui. Donc, il était juste là. Donc, c'était peut-être une figure un petit peu modérée, mais il n'allait pas changer les choses. Mais est-ce que, selon vous, le M23 prend Goma, allez, on va spéculer, dans 2-3 jours? I don't know. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas une boule en cristal pour prévoir le futur, mais ils ont dit maintenant qu'ils vont le faire. Donc, je crois qu'ils vont le faire. Okay. Donc, sachant que c'était pas planifié de le faire déjà maintenant. Je crois qu'ils voulaient d'abord mettre plus de pression sur Bukavu avec la prise de Kavumu et encercler davantage la ville de Goma pour peut-être faire imploder
les deux villes, parce qu'une ville encerclée. Donc, j'ai vu aussi hier des reportages ou des gens qui disaient, oui, on a encore la nourriture pour quelques jours. La nourriture vient du Rwanda. Mais si vraiment ça éclate, la frontière sera fermée. Donc, qu'est-ce que la population va faire? Je crois que M23 donc avait un plan, donc un petit peu dans l'esprit d'une guerre psychologique, d'encercler Goma, de faire imploser les deux villes pour que l'entrée de Goma et de Kavumu et peut-être aussi de Bukavu serait plus facile. Donc je crois qu'ils étaient surpris qu'ils avancent il y a quelques jours Goma. que les choses allaient si facilement et si vite. Je crois qu'ils étaient surpris de la réaction quand même du FARDC. Je crois qu'ils étaient surpris de la réaction des Burundais. Ils ont eu beaucoup de morts au champ de bataille. Il paraît qu'ils ont quand même pris très cher. Le chiffre officiel... à Lumbishi et à Minova, c'est ça? Oui, chiffre officiel que j'ai appris, c'était quelqu'un de la MONUSCO qui me disait ça. C'est 170 morts. Côté burundais? Oui, moi j'ai des infos que ce serait entre 300 et 400 morts. Qui sont tombés où? À Minova ou à Lumbishi? Les deux. Parce que les M23, ils avaient prévenu, donc les Burundais, même le Wazalendo et les FDLR, ils ont dit, maintenant, il n'y aura plus de pardon. Ah, d'accord. Donc, c'est pas qu'ils les exécutent, mais donc, quand même. Quand sur le champ de bataille, c'est maintenant hard on hard. OK. Donc, il n'y a plus il n'y a plus de pardon. Donc, même pour les FDLR, ils ont dit, FDLR, vous pouvez vous rendre, vous pouvez rentrer au Rwanda, etc. Donc, pour les Wazalendo, ils ont même dit, si vous voulez vous rendre, il y a de la place chez nous. D'accord. Ils ont dit ça. Donc, selon vous? Ils ont été prévenus. Maintenant, il y a aussi eu des contacts derrière les rideaux avec les Sud-Africains et avec les mercenaires. Ça, je le sais aussi. Donc, qui ont été prévenus aussi. D'accord. Pas de pardon. Pas de pardon. Quand vous boitez, on vous tire dessus. OK. Et le résultat est là. Donc, on annonce qu'il y a 2 mercenaires qui sont tombés avec le général Chirimwami. C'est possible. Ils étaient donc, dans sa... Les mercenaires aussi. OK. On a même insinué aux mercenaires, rendez-vous, déposez vos armes. Ça n'a plus de sens. Donc, rentrez chez vous. Les Sud-Africains, les Malawites, les Tanzaniens. La même chose. Donc, maintenant, il n'y a plus de... Donc, je crois aussi que après l'échec des négociations, donc, il y a eu des gens au milieu des M23 qui se sont dit, maintenant, on va vraiment prendre les choses en main. On va vraiment foncer pour, à la fin, les mettre devant un fait accompli. Quand vous dites que le M23, ils ont décidé de prendre les choses en main, on a vu quand ils ont pris Massissi Centre, des communiqués de certains États qu'on appelle communément communauté internationale, qui condamnent la prise de Massissi sans dire que c'était le fief des FDLR. Oui, mais c'était la même chose. Ça, c'est classique. Par exemple, quand ils ont pris la région de Kishiché, Bambo, etc. Ça, c'était le fief domaine. C'était le jardin extraordinaire des FDLR où ils ont vécu et cultivé des légumes, etc., pour les exporter à Goma, etc., pour les vendre, des FDLR pendant presque 20 ans. Avec la collaboration ouverte des FARDC. Donc, la même chose avec la mine de Rubaya, avec d'autres mines. Donc, personne qui disait ça. C'était vraiment la réalité. Pourquoi le groupe d'experts... Oui, pardon. Le groupe d'experts avec lequel vous discutez ne parle de Rubaya que quand le M23 a chassé
les FDLR là-bas. Ça, je savais. Avant ça, pardon, ma question c'est, avant ça, la mine de Roubaïa, on a appris qu'elle appartenait au député Mwangachouchou, Oui. qui a été... Traité comme un chien, oui. Voilà. Et donc, Malgré le fait qu'il les n'est pas Nations plus Unies noble. n'ont jamais critiqué le procès contre Mwangachouchou. Ouais. Ceux qui viennent après Mwangachouchou, on voit quand même la main de Burundi dans l'affaire et des officiers supérieurs. Ouais. Pas un mot. Pas un mot. Quand le M23 chasse Oui. les FDLR, Oui. plutôt que de dire qu'il y a une victoire sur les FDLR, on vient nous dire qu'on est allé chercher les minéraux. Quel répond le groupe d'experts sur cet aspect-là? Parce que la prise, j'ai dit ça à plusieurs gens. Oui. Et si vous allez prendre Loubaïa, là, ils auront un argument pour vous accuser de payer des minéraux. Parce qu'avant, l'aspect des minéraux était très fort exagéré dans la presse internationale. Oui. Donc, et encore par des gens comme Ouyaya, etc. Oui. C'est ça un de leurs clichés qu'ils utilisent. Donc, ils n'ont pas pu convaincre le monde extérieur que les M23 ne respectent pas des droits de l'homme. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Parce que dans le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait dit que le M23 était une armée professionnelle. Oui. Il n'y a pas plus grande autorité que le secrétaire général par exemple, des Nations Unies. Ils ont essayé plusieurs fois, ils ont essayé de les accuser d'une tuerie, un massacre à grande échelle à Kichiché. Donc, ils ont essayé avec d'autres. Et encore, parfois, ils répètent le nom. Kichiché, quand même, le communiqué de la MONUSCO, personne ne s'était rendu à Kichiché. Non. Donc, ils font marche arrière quelques mois après, Ouais. mais ils voulaient enfoncer juste le M23. Ils étaient obligés de faire marche arrière parce que Kichiché est devenu une bulle de propagande pour le régime à Kinshasa, dont beaucoup de membres de la presse internationale en Europe et aux États-Unis, ils ont copié ça. Oui. Mais après, on a pu prouver que c'était vraiment du bullshit. Oui. Et on a expliqué que Kichiché, c'était le fief des FDLR. Et ça leur a fait très, très mal que cette zone donc, est tombée dans les mains des M23. Comme Roubaïa aussi. Parce que c'était eux qui géraient. Donc Roubaïa, la gérance de la mine à la fin, était pour une partie, pas directement, mais indirectement, dans les mains des Burundais, comme paiement pour le service rendu dont on envoyait les troupes. Donc, c'est ça. Mais de ça, personne ne parle. Voilà. Mais ils ont les infos, le groupe d'experts des Nations Unies. Bah oui, ils ont des infos, on en parle. Je dis ça, vous êtes des hypocrites parce que vous ne dites pas ça, ça et ça et ça. Donc, même si bon, parce que moi je ne sais pas, donc s'il y a des Rwandais dans les M23, hein, donc, non, les membres du M23 parlent Kinyarwanda. Oui, ils parlent c'est Kinyarwanda. Des rwandophones congolais. Donc, j'ai déjà écrit des articles et on a fait des reportages déjà pleins pour expliquer comment cette... qui sont les M23, d'où ils viennent, etc. Etc. Moi, donc, je les connais depuis très longtemps, je sais qui est qui. Donc, ils n'ont jamais compris la relation entre la communauté rwandophone congolaise et rwandaise. Ils n'ont pas compris ou ils font semblant de ne pas comprendre. Ils ne connaissent même pas parce que c'est ça. Ils ne savent même pas ce que c'est un bagogwe, un Mugogwe. Donc, et toi et moi, on sait qu'il y a des Bagogwe au Congo, mais il y a aussi des Bagogwe au Rwanda, du côté de Ruhengeri et de Gisenyi, etc. Ok, on va pas refaire l'historique du M23. Alors, échec de Luanda. Parce que le président Tshisekedi dit qu'il va négocier avec le M23. Après, il se rebiffe. La prise de Goma dans quelques jours.
est-ce qu'on peut espérer régler le problème sur le plan du dialogue? Je crois que le dialogue, à la fin, ce sera la seule solution. Après la prise de Goma et de Bukavu, c'est ça? Oui, parce que ce que M23 est en train de faire maintenant, c'est de forcer donc, le gouvernement congolais à venir à la table de négociation. Oui. Le président et ses ministres déclarent que c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Ok, c'est leur problème alors. Et la communauté internationale n'a pas l'air très pour presser le gouvernement congolais de négocier. Dans la communauté internationale, derrière les rideaux, il y a beaucoup de gens qui commencent à voir la nécessité d'un dialogue. Okay. Et je crois, donc si je ne me trompe pas, que la pression sur le gouvernement congolais va monter pour effectivement négocier. Mais le fait que les négociations en Nairobi, Luanda, etc., ils ont raté. Donc j'étais à la conférence de presse de Kagame. Oui. Il dit, on voulait parler. J'ai aussi parlé avec le ministre des Affaires étrangères. Donc la frustration des Rwandais, c'est quoi? C'est de devoir parler pour un peuple qui n'est pas le leur. Oui. On leur force de dire, c'est parce que ça aussi. Donc, Kinshasa refuse de parler au M23. Avec les M23. Mais ils ont envoyé quelqu'un à Kampala. Oui. Quand ça s'est su, on l'a limogé. Oui. Donc, même les Angolais, ils font aussi la faute de ne pas pousser le gouvernement congolais de parler avec M23. Ah non, ça, ils l'ont fait. Non, ils l'ont fait, ils l'ont dit. Parce que Tshisekedi a dit à la médiation, je vous jure, la main sur le cœur, je vais dialoguer avec le M23. Oui, mais et c'est quand la ministre des Affaires étrangères arrive à Luanda qu'elle dit, non, nous on a changé d'avis. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Et donc, on ne peut pas dire que c'est de la responsabilité de la médiation. Non, on va parler avec les Rwandais. Les Rwandais, dans leur logique, ils pensent qu'ils peuvent mettre pression sur les M23, de se calmer, de se retirer, etc. Donc, l'année passée, il était encore question de cantonnement, etc. Oui. Donc, mais cette phase-là, on est loin de passer. Mais une fois que le M23 a la supériorité militaire, que le M23 occupe quasiment le Grand Kivu, vous partez de Kanyabayonga, probablement demain la plaine de Ruzizi, est-ce qu'ils auront vraiment très envie de négocier? Parce que j'ai lu un jour... Ils vont négocier, mais ils vont rester sur ce qu'ils ont obtenu. OK. Parce que quand ils voient bien, ils sont en train d'installer une propre administration. Oui, ils sont en train d'administrer. Dans la zone qu'ils ont libérée. OK. J'ai suivi les discours des commandants dans les villages là autour de Massissi, qui disaient que maintenant c'est fini, on va installer notre propre administration, etc. Donc, et les choses vont changer. OK. Kinshasa maintenant doit nous écouter aussi. Donc, c'est ça. Et qui est la faute de tout ça, si on peut parler de ça? C'est le gouvernement congolais qui n'a jamais voulu négocier. Exact. Ils l'ont cherché eux-mêmes. Bon, moi, je suis un petit peu de cet avis-là. Donc, et maintenant, ils ont poussé les M23 à se battre, à contre-attaquer et de renforcer leur position. Oui. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils contrôlent de facto déjà la ville de Goma. Oui. Et peut-être bientôt aussi la ville de Bukavu. Parce que là, il y a une autre histoire. Ils ont Lubero. Oui. Dans le Grand Nord. Oui. Mais je ne crois pas qu'ils vont aller plus au nord parce que là, il y a les Ougandais, il y a une autre réalité. Mais donc, vous avez Lubero. Vous avez tout le territoire de Rutshuru. Oui. Vous avez tout le Massissi. Oui. Vous prenez Kalehe. Vous prenez Katana. Oui. Vous avez Walikale avec Pinga et ses environs. Vous avez l'aéroport de Kavumu. Ça veut dire que vous contrôlez la ville de Bukavu. La tentation, ce sera de descendre plus bas et d'arriver à Uvira, non? I don't know. Mais il y a aussi
dans le Sud Kivu, plein de problèmes. Oui. Donc, on sait de bonnes sources que les M23, ils ont des contacts maintenant étroits avec des gens de Makanika. Donc, ils veulent mettre de l'ordre là-bas aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de théories des Banyamulenge. Et que les Banyamulenge, c'est une autre paire de manches. Oui, mais les Burundais n'ont plus suffisamment de force pour venir embêter les gens dans la... Ouais. Donc, je crois aussi qu'ils vont essayer de contrôler Bukavu. Oui. Donc, il y a bon, ils ne le disent pas encore directement, mais j'ai parlé avec quelques-uns entre eux. Oui. Donc, ils m'ont dit oui. Donc j'ai écrit, j'ai publié un article. Oui, mais moi, ma question, c'est est-ce qu'ils s'arrêtent à Bukavu ou ils prolongent jusqu'à Uvira, comme ça, ils ont toute la plaine. Peut-être ils vont faire ça. Et donc, ils protègent aussi Minembwe, c'est ce que je voulais dire. Oui, parce que Burundi pourrait devenir une plateforme d'où il pourrait y avoir une contre-attaque. Parce que s'ils contre-attaquent FARDC, s'ils font ça à partir de Uvira, etc., et stratégiquement, c'est pas idéal parce qu'il y a des montagnes, il y a des collines, il y a des escarpements où ça devient très difficile de lancer une attaque. Mais je crois que le plus important pour moi maintenant, et j'ai aussi essayé d'écrire ça, et qui est-ce que je suis? Je suis Muzungu, je suis journaliste, il n'y a rien à dire, mais ce que je vois dans toutes les années que je travaille déjà dans cette région, dans toutes les années que je fréquente, je fais des reportages au Congo, j'ai été témoin de plusieurs massacres et beaucoup d'événements très, très, très violents. Ce qui me fait peur, c'est maintenant, je pose la question, la prise de Goma. Parce que là, plusieurs scénarios seront possibles. Lesquels? Donc, je crois que, je vais me répéter peut-être, mais je crois que M23 avait prévu effectivement de prendre Goma, donc à mi-long terme, mais pour commencer de mettre pression. Mais maintenant, ils ont annoncé qu'ils vont le faire. Donc, je crois qu'ils vont le faire d'ici là. Donc, j'espère qu'ils vont penser 2 fois. OK. Et le faire d'une façon bien préparée. OK. Une dernière question. Vous avez été témoin en 2012-2013. Vous êtes encore témoin au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Qu'est-ce qui a changé entre la situation 2012-2013 et la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? En 2013, donc tu sais ce qui s'est passé. Makenga et consorts, ils se sont retirés en Ouganda. OK. Le Rwanda a aussi pris une petite distance. Oui. Donc, et là, on leur avait promis de résoudre le problème de Tutsi Congolais avec des négociations. Oui. Ces négociations n'ont jamais eu lieu. Donc, maintenant, M23, they're making their last stand. Ça veut dire c'est leur dernière chance pour corriger cette situation. Très bien. Parce que la communauté Bagogwe et Tutsi Congolais s'est investi beaucoup d'envoyer leurs filles et leurs garçons au front pour libérer le pays. Tout le monde dans les camps de réfugiés veut rentrer. Donc, etc. Donc, s'ils se retirent maintenant et s'ils vont se laisser faire maintenant, ils auront perdu toute leur crédibilité dans ces milieux-là. Donc, c'est pour cela que cette fois, ils ne vont pas se plier, ils ne vont pas retirer. Il n'y a pas d'option, on recule. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, on est en train de s'organiser nous-mêmes, on va prendre soin de notre propre sécurité. Donc, même s'il y a des négociations, ils vont garder cette position-là. Très bien. C'est sur cette note d'espoir que le M23 a décidé de se prendre en charge, d'administrer les territoires qu'il détient et assurer la sécurité et l'administration
que nous mettons fin à cette édition spéciale. Nous remercions notre ami... Il y a encore quelque chose de très important que je veux dire. OK. Pardon de t'interrompre. Je crois qu'il y a un grand risque qui se pose quand les M23 vont entrer à Goma. Le risque est le suivant. Et on a vu déjà dans le passé plusieurs fois ce qui se passe. Un milieu ou un événement dans lequel les FARDC sont des bondades, oui, dans lequel les FDLR sont mélangés, avec des Niatura et des Ouazalendo, des petits garçons qu'on a donné une mitraillette pour se montrer grands garçons. Donc, tout peut se passer. Il peut y avoir la panique. Donc, ils sont coincés comme bon, je vais m'exprimer peut-être très radicalement, comme des rats dans un coin. Ça peut déraper en beaucoup de violence. Oui, c'est vrai. Bon. Et c'est ça qui est dangereux. J'espère que ce risque a été mesuré par on a déjà écrit des articles là-dessus. Oui. Donc on a prévenu tout le monde. Bon, mais qui sommes-nous? On est rien. Mais on va dire qu'ils ont pris en compte ce risque-là. Une catastrophe humanitaire si vous attaquez Goma à la bombe, et que ça peut négocier pour que les FARDC puissent se rendre et puissent quitter. Même les FDLR et les FARDC, ils ne permettent pas à la population de rentrer dans les villages. Voilà. Ça, c'est déjà le premier signe. Bon, c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à notre édition spéciale en remerciant Nour Moussemakweli qui nous a tenu compagnie et en vous disant on revient très vite avec des informations beaucoup plus fraîches. Merci et à bientôt.